Central FM xibaaru àdduna ngir waa Sénégal xibaaru Sénégal ngir waa Thiès. Central FM, enfin une vraie radio. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la Centrale FM. C'est votre émission C'est politique qui revient aujourd'hui avec comme invité Mohamed El Amin Niane. Pour ses proches, El Amin. Il est le délégué national au Domou Dara du parti Awalé, en même temps délégué départemental du parti Awalé ici à Thiès. Il est le coordinateur technique du parti à Thiès, toujours, coordinateur technique départemental des constitutions scolaires à l'IF de Tivaouane. Il est le responsable politique à Thiénaba. Michel Niane, bonjour. Bonjour M. Ndiaye, bonjour tout le monde, les Sénégalais d'ici et de la diaspora et tous ceux qui vont nous reconnaître à travers votre radio Centrale FM. Voilà, donc Michel Niane, aujourd'hui nous avons au Sénégal un pléthore de partis politiques. Et souvent les partis politiques, on sait, ils naissent soit parfois pour se compléter ou bien c'est des partis de révolte. Et quand nous savons que le parti Awalé est né des entrailles du parti Réumi, donc on peut supposer qu'il s'agit d'un parti de révolte et non un parti d'opposition. Merci beaucoup M. Ndiaye. Permettez-moi d'abord de saluer la population de Thiénaba, plus particulièrement ceux de Keur Maïssa et de Keur Ibra Niane. Pour revenir à votre question, notre parti Awalé, c'est un projet politique africain à circonscription sénégalaise, qui est loin d'être une partie de révolte ou bien une partie de plus, qui a une conception africaine. Le concept Awalé renvoie à plusieurs choses. C'est un concept polysémique. Peut-être on va y revenir plus tôt, mais quand même, ce n'est loin d'être un parti de révolte ou bien un parti de... La particularité de ce parti est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est né des entrailles de Réumi, et nous avons vu... Yankob Badiatra qui était sorti en premier, mais il avait un parti appelé Fidèle. Ensuite, Abdourahmane Diouf, il vient avec le parti Awalé. Alors que les autres, comme Thierno Bokoum, il avait le parti Agir. Déthié Fall, le parti républicain pour le progrès. Mais Awalé semble être une originalité par rapport à une idéologie politique. Effectivement, ce qui marque notre spécificité par rapport à notre création de notre parti, c'est-à-dire le parti Awalé n'appartient pas à Abdourahmane Diouf. Peut-être on va y revenir dans l'historique. Abdourahmane, il a l'idée de créer un parti ou bien une formation politique. Il a fait un appel en avril 2021 à tous les Sénégalais qui désirent lui accompagner dans ce projet. C'est à partir de cet appel que tout le monde ou bien beaucoup de Sénégalais l'ont répondu, même ceux qui n'ont pas jamais fait la politique, comme moi, l'ont répondu par rapport à cet appel. C'est ainsi qu'on a travaillé pendant 6 mois, un travail de concert, un travail d'intelligence. On a créé aussi une délégation générale pour le pilotage et pour le lancement du parti, qui a travaillé corps et âme pour mettre en place ce projet qui est le parti Awalé. Qui est le parti Awalé. Mais déjà, le mot Awalé est un mot wolof. Awalé suppose une destination ou bien une orientation. Awalé vers où ou Awalé qui? Donc, merci. Awalé est un concept polysémique qui renvoie à plusieurs réalités ou bien à plusieurs significations. La première, Awalé est un jeu africain, est un jeu de réflexion, d'intelligence et jeu de combinatoire qui a un esprit de solidarité. Le jeu consiste à, lorsque vous jouez avec votre adversaire, jusqu'à ce que l'adversaire épuise ses buts, vous êtes en obligation de lui donner des buts pour que vous puissiez continuer le jeu. Donc il y a un esprit de solidarité qui est dans notre nom de ce parti et qui est aussi une valeur cardinale ici au Sénégal. La deuxième signification renvoie à un sigle, c'est-à-dire si on parle Awalé, il y a And Wattu Askan Wi Liggéeyal Ëllëg.
C'est un sigle qui est composé ainsi. And Wattu Askan Wi Liggéeyal Ëllëg. La troisième signification, c'est peut-être la dernière, c'est-à-dire Awalé, c'est en Wolof faire passer en chemin. En Wolof, c'est faire passer en chemin. Awalé Sénégal, ci yoonu développement. C'est-à-dire nous voulons mettre le Sénégal sur le chemin du développement, sur le chemin de la démocratie, sur le chemin d'endogénéité, sur le chemin aussi de la droiture. C'est ça Awalé, donc notre parti veut Awalé Sénégal ci yoon wu jub. Voilà, d'accord. Mais sur quel levier comptez-vous vous appuyer pour Awalé Sénégal sur ce chemin que vous avez tracé? D'accord. Notre parti vise dans ce projet pour mettre le Sénégal sur le chemin de la droiture, sur le chemin de développement. Il va s'appuyer sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'afro-souverainisme. Le deuxième axe, c'est le patriotisme économique. Le troisième, c'est la solidarité sociale. Mais tout d'abord, nous devons sénégaliser le Sénégal. C'est-à-dire notre république, c'est une république de concurrence. C'est une république qui est totalement importée. C'est une république qui est héritée de la 5e République française et qui ne reflète pas notre réalité, qui ne reflète pas notre idéologie, qui ne reflète pas notre coutume et notre religion. Donc nous devons tout d'abord rendre une république sénégalaise d'abord, une république qui reflète notre réalité, qui reflète notre croyance, qui reflète aussi notre religion. Donc tout d'abord, avant tout cela, on doit voir les institutions qui composent notre république. Au lieu d'avoir une république du Sénégal, nous voulons avoir une république sénégalaise. Mais le leader Abdourahmane Diouf, dans ses discours, dans ses propos, semble s'adresser à une élite. C'est comme s'il n'essaie pas d'embrasser large pour toucher toutes les couches de la population. Son discours est très élevé par rapport aux attentes de la population, alors qu'une population composée en majorité d'analphabètes a une commande. Est-ce qu'Abdourahmane pourra-t-il parvenir à séduire tout ce public qui l'attend? C'est un constat que vous avez fait et beaucoup de Sénégalais aussi l'ont fait. C'est-à-dire Abdourahmane s'adresse ou bien il a un niveau très avancé par rapport à la masse sénégalaise. Ça peut être un défaut ou bien quelque chose à corriger ou à améliorer. La plupart des Sénégalais n'ont pas fréquenté l'école française. C'est un constat que beaucoup de Sénégalais l'ont fait, comme vous l'avez fait. Bon, peut-être c'est par rapport à son niveau, parce que c'est un docteur, il a un niveau vraiment très élevé, qui, lorsqu'il parle, ça se sent, ça se reflète. Mais quand même, bon, il a aussi fait beaucoup de progrès et beaucoup d'avancées par rapport à la masse qui est une masse critique, qui n'ont pas fréquenté l'école française et qui n'ont pas une compréhension nette sur la langue française. Donc Abdourahmane exprime bien en Wolof et il parle aussi avec les Sénégalais parce qu'il veut diriger les Sénégalais. Donc quand on veut diriger les Sénégalais et le Sénégal, il faut parler avec les Sénégalais à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre. Mais en ce moment-là, l'écart semble être très remarquable, d'autant plus que le parti Awalé, c'est un concept très Wolof, très compris par les Sénégalais. Mais Abdourahmane qui parle, on dirait un Touba Bougnoul. Ah non, ça c'est votre impression. Parce que nous le suivons. Peut-être c'est votre compréhension par rapport à son discours. Peut-être il a fait 22 ans en Suisse. Il maîtrise bien la langue française. Mais quand même, ce qui est important, c'est que son discours soit attendu, soit accepté par les Sénégalais. Nous qui sommes avec lui, nous qui travaillons autour de lui, par exemple, moi, je ne suis pas un francophone, je suis un arabophone, je suis un doomu daara. Mon discours peut être accepté, comme aussi le discours des autres peut être accepté, mais aussi, je précise que Abdourahmane parle bien avec les Sénégalais et les Sénégalais l'ont bien apprécié. Voilà, là je peux être d'accord, mais parfois l'interlocuteur, celui qui reçoit le message d'Abdourahmane, il est aussitôt séduit s'il fait partie de cette classe élitique. C'est pourquoi le terme doomu daara attire un peu mon attention.
Que vient faire ici Domou Dara dans le délégué national au Domou Dara du parti Awalé? Merci beaucoup, Aline. Domou Dara est un concept, est un mot qui est en train d'être repris par beaucoup de partis politiques, par beaucoup d'hommes politiques. Mais si on parle, c'est Abdourahmane qui l'a théorisé en politique et qui l'a valorisé. C'est la première fois au Sénégal qu'on a une délégation spéciale dédiée au Domou Dara. Le parti Awalé a une délégation spécifique dédiée au Domou Dara. Le Domou Dara est un concept pour tous ceux qui écrivent de la droite vers la gauche, pour tous ceux qui apprennent en langue arabe ou bien qui apprennent le Coran. C'est tous qui n'ont pas fréquenté l'école classique, l'école de Jules Ferry. Par exemple, la grande erreur de notre République a été de croire pendant tout ce temps que l'intelligence motrice de notre pays provient exclusivement du savoir décliné à la langue française. Or, l'intelligence ne se mesure pas à la connaissance d'une langue X ou d'une langue Y. Peut-être la qualité de restitution d'une langue, peut-être un signe d'intelligence, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les langues. Voilà, maintenant, sans verser dans l'erreur. Vous savez, M. Ndiaye, la compréhension du terme laïcité en France ne doit pas être systématiquement notre compréhension ici au Sénégal. Vous savez, ici au Sénégal, on a des confréries, on a des coutumes et des religions. La majeure partie de nos concitoyens sont des croyants, soit musulmans en majorité ou bien chrétiens. Donc si on parle sur le principe d'une compréhension que laïcité, c'est séparation de la société civile à la société religieuse, et on sépare complètement, l'État doit être neutre, ça c'est une fausse débat. Je crois que ça c'est un faux débat, excusez-moi. Je crois que pour avoir une laïcité sénégalaise, ça doit intégrer notre croyance et notre religion dans l'implication de nos affaires. C'est-à-dire avoir des instances ou bien avoir aussi des organes consultatifs, des religieux qui regardent ce qui se passe dans l'État. Avant de voter des lois, ça doit être revu par les religieux ou bien par l'Église et voir est-ce que ça reflète nos réalités et ça ne détruit pas l'image du Sénégal. Ça ne détruit pas l'image du Sénégal. Donc, Awalé a une particularité par rapport aux autres formations politiques. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, pour ne pas être trop loin par rapport au Domou Dara, vous savez, ici au Sénégal, bon, je n'ai jamais entendu un Domou Dara ou bien un Oussas ou bien un imam qui est nommé comme ministre ou bien comme DG ou bien comme PCA. Et pourtant, ils ont tous appris quelque chose. On est tous intelligents lorsque nous exprimons dans notre langue maternelle ou bien dans... Et par rapport à la connaissance, nous tous, nous acquérirons des connaissances par le biais des enseignements formels ou bien des enseignements informels, par une langue française ou bien langue arabe ou bien d'autres langues ou bien d'autres dialectes. Donc, Awalé veut que les Domou Dara retrouvent leur place dans la République, pour qu'au moins qu'on aura des ministres des Domou Dara ou bien des DG Domou Dara ou bien des PCA ou bien Domou Dara retrouve sa place dans la République sénégalaise. Ça peut être une spécification par rapport aux autres partis, parce que il y a d'autres partis qui ont déjà repris le concept Domou Dara, même si c'est du bien, lorsque vous faites quelque chose de bien, les choses peuvent le reprendre. Donc Awalé mise sur les Domou Dara et aussi les Sénégalais l'ont bien apprécié et donc se retrouvent. Voilà, mais si on écoute très bien le discours d'Abdourahmane Diouf, il a un objectif, il a une orientation pour un Sénégal nouveau. Quelle est la vision réelle de Awalé pour nous mener à ce point d'avenir? Vous savez, je vous ai dit que même la création du parti Awalé
a une particularité qui le distingue par rapport aux autres partis. Vous savez, lorsque Abdourahmane a l'idée de créer un parti politique, il a fait appel aux Sénégalais. Il a fait appel à pratiquement tous les Sénégalais. C'était en avril 2021. Il a dit que j'ai idée de projet de création d'un parti politique. Les Sénégalais l'ont répondu et il a mis en place une délégation générale pour le lancement du parti qui va préparer les textes et aussi tout ce qui va avec. Donc c'est ainsi qu'on a créé 32 délégations. Mais on a sillonné pratiquement l'ensemble du territoire national. Nous avons fait les foyers religieux, tous les foyers religieux, même l'Église catholique. On les a montré le projet, on les a demandé de donner leur avis par rapport au Sénégal que nous voulons bâtir ensemble. Ils ont tous apprécié, ils l'ont tous béni. Donc, c'est une démarche qui est inédite, qui est particulière, qui est endogène. Mais même au-delà de ça, après qu'on a fait les foyers religieux, on a fait un travail extraordinaire, un travail concert pour qu'on puisse mettre en place un parti qui n'est pas propriété privée du docteur Abdourahmane Diouf. Un parti qui nous appartient tous. On a un parti qui a pratiquement plus de 5000 ou plus de milliers de membres fondateurs. Parce que chaque citoyen qui avait répondu à cet appel est considéré comme un membre fondateur. Donc ça peut être une démarche inédite, une démarche qui lui fait une particularité par rapport aux autres partis. Mais quand même, la vision du parti, je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons sénégaliser le Sénégal. C'est-à-dire actuellement le Sénégal que nous vivons, c'est un Sénégal qui est pratiquement, qui ne nous appartient pas, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est un Sénégal qui a des croissances, qui a une croissance de chiffres, qui a une économie extravertie. Toute l'économie part en France ou bien dans les autres pays. C'est un Sénégal qui a des ressources, mais les ressources, on ne les exploite pas. On ne les exploite pas. C'est un Sénégal qui a toutes les potentialités pour être parmi les pays les mieux avancés, parmi les pays développés. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on est parmi les 25 pays les moins avancés, les plus pauvres au monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit corriger immédiatement et rapidement. Donc ça peut être aussi une nouveauté par rapport à notre démarche, par rapport à la vision du parti. C'est l'aspect patriotisme économique. C'est-à-dire, patriotisme économique, c'est l'amour de soi. Ce n'est pas la détestation de l'autre, mais c'est l'amour de soi. Mais il y a beaucoup de secteurs qui sont des secteurs de développement. Par exemple, si on prend le secteur tertiaire, pratiquement les banques, les assurances et tout cela ne sont pas détenus par les Sénégalais. L'économie n'est pas encore sénégalaise. Le ministre, comme Abdourahmane l'a dit parfois dans ses émissions, le ministre de l'économie du Sénégal est un ministre de l'économie du Sénégal, mais pas ministre de l'économie sénégalaise. Parce que la plupart des Sénégalais, ils ne se retrouvent pas dans cette économie-là. Parce que la majeure partie des Sénégalais, par exemple, on a une population de 10 millions de population active. Sur les 10 millions, il n'y a que moins de 400 000 qui sont des salariés. Et les 9 500 ou 9 600 de personnes, ils sont dans les marchés, dans le secteur informel, partout où il y a de l'économie informelle. Mais ça, l'État ne les a pas pris en charge. L'État ne les pas encore compté par rapport à son développement. Ne peut-on pas considérer cette vision comme le discours du prétendant? Parce que le plus souvent, le prétendant au pouvoir, il a un beau discours, un discours séduisant. Mais une fois au pouvoir, c'est comme si on a formaté sa conception, la vision, le projet qu'il avait pour le Sénégal. Vous savez, chaque chose a chacun de nous, par exemple, chaque projet a des étapes. La phase qu'on est actuellement, c'est la phase des discours. On doit convaincre les Sénégalais, on doit leur dire ce qu'on a l'intention de faire. Donc Abdourahmane, il a un discours, il a un programme qu'il doit présenter à la population.
mais on n'a pas encore opérationnel, on n'a pas encore au pouvoir pour pouvoir regarder est-ce que notre discours est conforme avec l'acte qu'on a posé ou pas. Donc pour l'instant, nous sommes des prétendants au pouvoir. Nous voulons être 5e président de la République du Sénégal au soir du 25 février 2024. Donc si les Sénégalais nous confient le pays, on va constater un changement de paradigme, un changement profond du Sénégal. Oui, vous parlez des Sénégalais, mais la cible aujourd'hui c'est la jeunesse. Comment espérez-vous avec le discours d'Abdourahmane convaincre cette jeunesse qui a une commande? Sa commande c'est la violence. Le terme gatsa par exemple, très prisé par la jeunesse sénégalaise. Comment un autre discours puisse venir se placer? Écoutez, M. Ndiaye, j'ai peut-être une autre compréhension par rapport à cela. Vous savez, cette jeunesse-là est une jeunesse qui n'a pas d'espoir. Une jeunesse qui voit son avenir flou. Une jeunesse qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de confiance, qui n'a pas de dignité vis-à-vis à nos autorités. Donc cette jeunesse-là, lorsqu'ils révoltent, lorsqu'ils cassent ou bien lorsqu'ils saccagent, même si on ne cautionne pas cette violence-là, mais quand même c'est des conséquences. On doit avoir une lecture profonde pour pouvoir détecter qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le président qui est actuellement au Sénégal, pratiquement la plupart des jeunes étaient avec lui. Mais si les tendances retrouvent jusqu'à ce que ces jeunes-là qui l'applaudissaient retournent contre lui pour lui jeter des pierres, il y a un réel problème. Donc il faut avoir une lecture profonde pour ne pas jeter les jeunes dans le gueule du loup et leur dire que leur taxe de violence, ou bien, même si la violence n'est pas cautionnée, n'est pas... Mais comment récupérer cette jeunesse révoltée, cette jeunesse qui est désespérée, comme vous avez dit, avec peut-être un discours comme celui d'Abdourahmane ou bien un discours de va-t-en-guerre? Non, pas un discours de va-t-en-guerre. Je pense que ces jeunesses-là sont très bien conscients. Ils sont tous mais conscients. On dit souvent que ventre affamé n'a pas d'oreille. oui, on peut dire ça. Mais je voulais dire que cette jeunesse-là, il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être formé. Il a besoin d'être encadré. Il a besoin aussi d'être mis dans les conditions idoines pour qu'il puisse espérer un avenir radieux, un Sénégal meilleur. Donc si cette jeunesse-là voit leur avenir hypothéqué par certaines élites politiques ou bien certains politiciens, c'est la conséquence de la révolte ou bien de la violence. Donc nous, en tant que parti politique, en tant qu'Awalé, on a écouté, comme le président l'avait dit, je vous ai écouté, je vous ai entendu. On est avec ces jeunes-là. Nous sommes tous des jeunes. Nous sommes avec eux. Nous sommes à côté d'elle. Nous avons eu à travailler avec lui dans les rencontres ou bien dans les tournées pour voir les difficultés que les jeunes vivent actuellement au Sénégal. Par exemple, un jeune qui a son bac et qui a fait, par exemple, l'université, 1 an, 2 ans, qui a été radié ou bien qui est cartouché, qui se retrouve dans les Jakarta. Tout le monde ne peut pas être un conducteur de Jakarta dans un pays normal. Tout le monde ne peut pas être des vendeurs dans la rue, des marchands ambulants dans un pays normal. Il faut créer quelque chose pour occuper ces jeunes au lieu d'aller dans les rues pour faire de la violence. Donc notre politique, notre discours, c'est de dire à la jeunesse qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours aussi une possibilité de gagner notre vie dignement. Parce qu'au Sénégal, cette ressource qui est là, je veux dire ressources extractives, c'est tout cela, si on l'exploite, avoir des industries, avoir des chaînes de valeur, les jeunes peuvent être occupés, peuvent rester au Sénégal, travailler au Sénégal et aussi réussir au Sénégal. Voilà, donc ça c'est un sentiment que le parti a envers la jeunesse. Mais est-ce qu'il y a réciprocité? Est-ce que la jeunesse entend ce discours-là prononcé par le candidat Abdourahmane?
Bon, si vous avez constaté ces derniers temps, je pense que vous-même, vous pouvez répondre à cette question, parce que actuellement, le terrain est un peu glissant. Le terrain est pratiquement... on ne peut pas entendre tout le monde dans une oreille attentive. Mais heureusement, Abdourahmane, lorsqu'il parle, c'est la jeunesse qui vont être... qui vont l'écouter et qui vont réagir. Donc Abdourahmane, la jeunesse a bien apprécié son discours et voit aussi leurs préoccupations prises en charge par le discours d'Abdourahmane. Mais est-ce qu'Abdourahmane peut mobiliser plus d'1 million de jeunes aujourd'hui? Vous savez, vous êtes peut-être dans les mouvements ou bien dans les manifestations ou bien des spéculations de chiffres et tout cela. Parce que la politique, c'est la massification. C'est la massification. En tout cas, ce qui est sûr, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire, nous sommes à côté de la jeunesse, nous sommes en train de parler avec elle pour qu'ils puissent retrouver leur dignité et retrouver leur espoir. Leur espoir. Maintenant, souvent, quand parlant de partis politiques, les partis politiques ont une base affective. Par exemple, à Thiès, à un certain moment, on parlait de Boubacar Sall, après il y a Idrissa Seck, donc c'était leur titre foncier. Vous allez en Casamance, il y a Ousmane Sonko. Vous allez quelque part dans une autre localité, il y a telle personne. Quelle est la base affective de Abdourahmane Diène? Vous savez, peut-être Abdourahmane Diouf est un homme politique qui est un peu différent avec beaucoup d'autres, surtout ses prédécesseurs. Par exemple, Abdourahmane, il est né à Rufisque, Thiawlène, mais il a aussi une base sur toute la petite côte. Par exemple, à Toubabou Dialaw, à Diass, partout, même ici à Thiès, il a une base affective que tout le monde aime Abdourahmane Diouf. Donc, si on parle de base affective ou bien de... En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de travailler à côté des Sénégalais, d'aller vers eux, parler avec eux pour qu'on puisse comprendre le discours que Abdourahmane et l'intention qu'il veut au Sénégal. Donc, avec quel instrument de mesure, un baromètre par exemple, on peut tester le taux d'adhésion des membres de votre parti? Parce que vous n'avez pas participé à une élection que je sache. Oui, notre parti est parmi les plus jeunes partis. Le parti a été créé le 30 octobre 2021. Nous n'avons pas pu participer à l'élection locale, même si certains comme moi et d'autres responsables ont participé à l'élection via d'autres listes ou bien d'autres partis. À l'élection législative, pendant les législatives, nous avons parti en coalition avec Art Sénégal. Nous avons eu les résultats, ce qu'on a eu. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de baromètre pour tester réellement la capacité de mobilisation ou bien la capacité en termes d'électeurs de notre parti qui est Awalé. Mais ce qui est sûr, c'est l'élection présidentielle qui va venir bientôt, dans 8 mois. C'est un rendez-vous qui est entre Abdourahmane et les électeurs directement sans aucun intermédiaire. Par exemple, les élections législatives, le président Abdourahmane n'était pas à tête de liste. On ne le voyait pas pratiquement dans les listes, ou bien sa photo ne figurait pas. Mais par contre, ces élections qui vont venir, Inch'Allah, ça va être un rendez-vous d'un leader avec son public. Avec son public. Maintenant, en démocratie, on parle de parti au pouvoir et d'opposition. Quelle est la position d'Awalé? Bon, ça, on ne discute bien pas. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes, depuis notre création, réclamé notre appartenance au sein de l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, nous continuons à être dans l'opposition. Nous n'avons pas l'intention d'aller vers le pouvoir ou bien de répondre à quelconque appel ou bien un dialogue qui n'est pas du tout sincère. Peut-être on va y revenir, mais quand même, nous réclamons notre appartenance à l'opposition sénégalaise qui va lutter pour la démocratie, qui lutte pour les libertés, qui lutte aussi pour un état de droit, pour qu'il règne ici au Sénégal. Vous êtes membre de Yewwi Askan Wi ou de F24? Nous sommes
dans F24, les forces vives de la nation, nous sommes membres, notre parti est signataire et nous travaillons d'une manière très intelligente et à ce que toute l'opposition, tous les partis politiques et les formations, même la société civile et tout cela, retrouvent ces plateformes pour qu'on puisse faire face au président Macky Sall, pour dire non au troisième mandat, pour dire non à la dictature, pour dire non à la instrumentalisation de la justice, pour empêcher des candidats pour être élus ou bien pour qu'ils aillent aux élections. Pour qu'il y ait aux élections. Maintenant, l'actualité politique du Sénégal est marquée ces temps-ci par le jugement d'un opposant politique. Et on a vu un Sénégal très agité. Quelle est la lecture qu'Awalé fait de cette situation du Sénégal? Vous savez, Awalé est un parti bien constitué. À chaque fois qu'il y a un événement majeur, une actualité qui domine, fait des communiqués à travers la délégation à la communication et donne son avis. Par contre, ce qui se passe dans ce pays ces derniers jours ou bien ces dernières semaines, c'est inacceptable. Par exemple, le régime actuel est allé au bout de sa logique. C'est-à-dire la vérité ne l'a jamais intéressé. Ce qui l'intéresse, c'est faire des tactiques pour empêcher un candidat X pour qu'il ne s'aille pas aux élections. Hier, c'était Khalifa Sall, c'était Karim Wade. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Demain, ça peut être Abdourahmane Diouf ou quelqu'un d'autre. Donc, ce régime-là, le régime du président Macky Sall, veut qu'il n'y ait pas de candidat crédible dans ce pays. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On va combattre ça. Comment vous devez combattre ça? Si aujourd'hui, Ousmane Sonko est éliminé de la liste des concurrents pour le pouvoir, Khalifa Sall de même et Karim Wade de même, quelle serait la posture de Awalé? Vous savez, notre lutte, M. Ndiaye, est dans F24. Nous sommes une entité, un parti qui se retrouve dans F24. Et F24 a mené des combats, c'est-à-dire dit non au troisième mandat, non à la restriction des libertés et l'emprisonnement des citoyens et membres des partis politiques, et aussi non à la instrumentalisation de la justice pour discriminer des candidats pour qu'ils puissent ne pas aller à l'élection présidentielle. Donc notre combat, c'est faire de telle sorte que tout le monde puisse participer, sauf le président Macky Sall. Parce que tout le monde a le droit de participer à l'élection présidentielle. Quand même, le président Macky Sall n'a pas ce droit-là, parce qu'il a épuisé ses cartouches, parce qu'il a fait 2 mandats consécutifs, et on dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le mandat appartient au peuple. Le mandat, ça ne se négocie pas. Le mandat, ça ne se règle pas au dos des Sénégalais. Ça doit être clair. Le président Macky Sall a fini ses 2 mandats. Il doit essayer d'organiser des élections libres et transparentes pour qu'il parte en paix dans la grande porte. Pour ne pas... Jusqu'où comptez-vous aller pour lui empêcher de se présenter à ces élections? En tout cas, ce qui est notre stratégie au sein des F24, peut-être vous aurez l'occasion d'inviter le coordinateur F24 qui est à Thiès, Salou Ndiaye. On ne manquera pas. Au passage. Mais quand même, je dirais que, en tout cas, tous les moyens, tous les combats républicains, on doit le mener pour empêcher le président Macky Sall de participer à ces élections-là. Parce qu'il n'a pas le droit. Il l'a dit, il l'a redit, il l'a dit au niveau national, au niveau international, il l'a écrit dans ses livres et tous ses partisans l'ont dit, donc il n'a pas le droit, ce droit-là. Donc on va le combattre, on va dire tout le monde doit participer aux élections sauf le président Macky Sall parce qu'il a épuisé ce qu'il a fait. Mais ce discours ne trouverait-il pas sa place dans ce dialogue national? Pourquoi vous n'avez pas essayé à ce dialogue national? Vous savez, M. Aline, quand on n'a pas le droit à une 3e candidature, on n'a pas le droit à un 3e mandat. Et quand on n'a pas droit à un 3e mandat, on n'a pas droit d'organiser un dialogue national.
un dialogue qui concerne les élections, les conditions qu'on doit mettre pour que tout le monde peut participer. Est-ce que les thèmes de référence disent que c'est pour les élections qu'on a organisé ce dialogue? Non, c'est pas pour les élections. C'est pas pour les élections. Mais il y a des dispositions qu'on doit réviser pour permettre aux gens, pour permettre aux candidats qui ont été recalés de participer à ces élections. Par contre, si on arrive à les faire participer aux élections, peut-être il peut tendre l'autre main de dire que moi aussi je vais participer. Et ça ne se règle pas au niveau des dialogues. Bon, d'ailleurs, le dialogue qui a été critiqué par beaucoup, parce que vu la tranche d'âge qui a été invitée, ne reflète pas la réalité, ne reflète pas la masse des Sénégalais. Vous savez, au Sénégal, la plupart des Sénégalais, la majeure partie n'ont pas 20 ans. Et si on assiste à un dialogue qui a une tranche d'âge de 60 ans à 90 ans, bon, ça, c'est une génération de souvenirs. Et on a besoin d'une génération d'avenir, une génération d'idées. Voilà. Maintenant, quelle est la solution, selon vous, pour remettre le Sénégal sur les rampes du développement, apaiser la tension, calmer les conflits, les querelles fratricides, tout cela? En tout cas, c'est très simple. Vous savez, Einstein disait qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Vous savez, le problème qu'on a, c'est un seul, c'est le président de la République. Si Macky Sall tient un discours, de dire que le discours de adieu, de revoir, de dire que je ne vais pas participer aux élections, je vais appeler tout le monde, toute la classe politique, je vais les convier, la société civile, toutes les entités, je vais les convier à un dialogue pour qu'eux, ils discutent des conditions d'aller aux élections sans moi. Ça peut régler le problème. Si aussi, on parle de dispositions de L29, L30, L60, ça peut être une solution. Si on le fait, ceux qui ont déjà écarté peuvent participer aux élections. Et c'est ça le problème du Sénégal. Le problème, premièrement, c'est le président de la République. Il doit parler aux Sénégalais. C'est-à-dire, Ndiaye, je ne peux pas comprendre un président de la République élu et réélu qui gouverne pendant plus de 10 ans. Si vous arrivez à laisser vos concitoyens se confrontent, ça, je pense que c'est un échec. Le président doit parler aux Sénégalais, doit dire qu'il ne va pas participer à l'élection présidentielle. Il doit parler avec la jeunesse. Il doit donner l'espoir à la jeunesse. Il doit dire non à la violence. Il doit pas de réprimer, pas de faire de la violence aussi, mais aussi c'est de parler avec la jeunesse pour qu'ils puissent retrouver. Mais cette jeunesse qu'on voit mourir dans les rues, cette jeunesse, on voit des gens qu'on appelle communément les nervis qui tirent à bout portant sur ces jeunes qui meurent comme des mouches. Et jusqu'à présent, on n'entend pas la voix du président pour ce prononcer. Quelle responsabilité imputez-vous à ces derniers? En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que le président de la République est le responsable. Je ne sais pas si c'est l'unique responsable ou bien il a la plupart de la responsabilité. Parce qu'il est élu pour gérer le problème des Sénégalais. Ces jeunes-là que vous voyez dans la rue, ce sont des Sénégalais. Ces forces de l'ordre, forces de défense et de sécurité qui ont fait face à la jeunesse, ce sont des Sénégalais. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils parlent avec les Sénégalais pour que cette confrontation-là n'aura pas lieu. Parce que ce n'est pas à la dignité du Sénégal, ce n'est pas à l'image du Sénégal, ça ternir notre image. Vous savez, le Sénégal était toujours un modèle de démocratie, était toujours un modèle dans la sous-région, était toujours aussi un pays de dialogue, comme le disait Senghor. Ce Sénégal est un pays de dialogue, mais un dialogue sincère, un dialogue avec la jeunesse, un dialogue avec l'opposition.
au dialogue avec tout le monde, mais pas de réprimer les opposants, de les faire emprisonner, et aussi la presse, de restriction des libertés, liberté d'expression, liberté de presse, et tout cela. Franchement, le président doit arrêter. Donc le retour au calme, ce n'est pas pour demain, parce que d'autant plus qu'il y a des gens qui sont enfermés jusqu'à présent, donc on sent la tension un peu partout, et ça a embrasé tous les secteurs. Et l'angoisse est beaucoup plus grandissante, surtout en milieu scolaire. Aujourd'hui, on est en fin d'année, mais on n'a pas une perspective sur les examens, les concours qui s'organisent, et toujours il y a des enseignants qui sont dans les... Vous savez, je pense qu'on a une opposition républicaine. On a une opposition qui est très, 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 très responsable, qui n'a jamais appelé les gens de descendre dans les rues, ou bien d'aller déloger le président, ou bien de faire quoi que ce soit. À chaque fois que l'opposition fait une demande de marche, si le préfet ou bien l'autorité accepte, l'opposition marche et il n'y aura aucun dégât et aucun saccage ou bien aucun pillage. Donc le problème, la solution de ce problème-là est à chaque fois que l'opposition exprime son désir de manifester sa colère, le gouvernement doit lui laisser cette possibilité-là. Parce qu'on ne peut pas frapper quelqu'un à chaque fois et l'empêcher de crier. Ça, c'est inacceptable. Vous êtes acteur de l'école, mais aujourd'hui l'école traverse une crise très profonde. Déjà, la semaine prochaine, il y a un plan d'action qui consiste à boycotter les évaluations, alors que c'est les compositions. Et quel regard avez-vous sur ça? Ce que je dis, c'est une conviction personnelle. Comme vous l'avez dit, je suis un acteur de l'éducation. J'appelle tout le monde, peut-être à la sens de responsabilité. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos nièces qui sont dans les écoles-là. Donc on doit avoir beaucoup plus d'auteur, beaucoup plus de retenue et de responsabilité pour pouvoir terminer l'école en paix. Le combat politique ne doit pas mêler avec le milieu scolaire. Ça ne doit pas être confus. Ce message, vous le lancez à qui? Je le lance à tout le monde. Je le lance à mes collègues, je le lance au président de la République. Et ces collègues qui sont en prison, est-ce qu'ils vont entendre ces messages? Ce que je dis, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, je demande au président de la République, je demande solennellement au ministre de l'Éducation nationale de faire de telle sorte que ces enseignants qui sont dans les prisons retrouvent les salles de classe. Parce que la place des enseignants n'est pas en prison, c'est dans les salles de classe. Vu l'année qui tire vers sa fin, il faut coûte que coûte terminer l'année, mais il faut coûte que coûte ces enseignants-là retrouvent leur classe, retrouvent leur famille en paix, et on laisse de traquer ces enseignants-là. Ils ne méritent pas ça. Mais on a l'impression que nous avons un gouvernement qui veut toujours faire les choses avec force. Aujourd'hui, des collègues sont en prison, d'autres sont en train de négocier pour pouvoir les sortir de prison, et le gouvernement qui ferme les yeux sur tout ça est en train de programmer des examens, des compositions. Alors que la tension, elle est là, elle est vive. Ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire l'unique responsable, c'est le régime actuel. On ne peut pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Ce qu'on dit, c'est que le président de la République doit prendre ses responsabilités, doit parler, doit faire un discours, parler avec la jeunesse, parler avec tout le monde, et éviter aussi le pire pour qu'il arrive au Sénégal. Est-ce qu'on est au temps du discours? Parce que, exactement, je termine par là, parce qu'on est en pleine phase de composition. La revendication des acteurs syndicaux, c'est de libérer ces élèves, ces enseignants et ces élèves, sinon pas de composition, et le gouvernement fixe la date des compositions. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, je demande aux collègues, je demande aux enseignants de continuer l'année pour que l'année se termine en paix. Ils sont en également, au même moment, je demande aux autorités de faire libérer ces enseignants-là pour qu'ils puissent continuer l'année scolaire. En tout cas, ma position, notre position, c'est une position républicaine. C'est-à-dire
faire à telle sorte que tous ces enseignants qui sont emprisonnés, qui sont dans les prisons, retrouvent les salles de classe et leurs familles. Et aussi, les enseignants, les syndicats puissent continuer l'année. Et parce que ce qui est important, le centre d'intérêt de l'école, de tout ça, c'est l'enfant. Si on est en train de battre sur des positions politiques, sur des questions de mandat, jusqu'à ce que qu'on affecte l'avenir de l'enfant, ça c'est pas souhaitable. Mais le préalable, c'est de laisser les enseignants aller en classe. Donc c'est ça la première phase. La première phase. Avant de passer à la programmation des compositions. Parce que tant qu'ils sont... vous savez, bon, je ne suis pas à la planification du ministère. Je ne sais pas comment ils vont faire pour planifier ces compositions ou tout cela. Ce que je demande en tant qu'acteur politique, c'est-à-dire de laisser les enseignants qui sont dans les prisons aller continuer leur année scolaire. Oui, continuer leur année scolaire pour pouvoir sauver peut-être l'année, le terme qui revient chaque fois. Mais en même temps, vous êtes le coordinateur départemental des constructions scolaires. Mais si on parle de construction scolaire, aujourd'hui, le constat, c'est des abris provisoires qui pullulent un peu partout. Des années scolaires qui tardent à commencer et qui finissent très tôt, parce qu'il y a l'effet de l'événement, surtout en zone sud. En pleine ville aussi, nous voyons des établissements qui sont en délabrement très avancé. Je peux citer le cas de l'école élémentaire Ibakatiba, qui est au centre-ville, mais qui, vu sa configuration, on dirait une école de campagne. Merci beaucoup. Vous savez, la construction scolaire, on a une direction au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est en train de faire un travail extraordinaire. Même si la demande est trop forte par rapport à la demande, l'offre par rapport à l'offre, mais quand même, il est en train de faire un travail parce qu'à chaque fois, nous, qui nous concerne au niveau de l'IFT Tivaouane, on est en train de construire des lycées, des CM, des salles de classe, même et des ouvrages annexes. Même si le nombre n'est pas à la hauteur de la demande, mais quand même, on est en train de faire un travail. Je reconnais qu'il y a toujours des abris provisoires, mais le gouvernement a lancé un programme depuis 2017 pour qu'il y ait 0 abri provisoire. On est en train de dérouler ce programme-là. Il y a le lot 1 qui vient d'être bouclé par Synergie. Il y a aussi le lot 2 qui va démarrer bientôt avec l'entreprise ADA. Il y a aussi un lot 3 qui est en train d'être mis en œuvre par l'entreprise Batinor. Donc il y a des efforts qui sont en train de faire, même si il y a aussi des efforts à faire, encore à faire. Et aussi mettre les conditions idoines des gens qui sont chargés de suivre les constructions, de faire le suivi rapproché des constructions, de les mettre dans les conditions meilleures pour qu'ils puissent faire le travail. Parce que vous savez, un coordinateur technique départemental qui doit se charger de suivre la supervision de tous les chantiers et qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas de moyens de déplacement, ça c'est un problème. Et ça, je pense que les autorités vont le régler dans les meilleurs délais. On est presque au terme de l'émission, mais on ne peut pas passer sous silence la Tabaski qui approche. Avec aujourd'hui le panier de la ménagère qui ne cesse de grimper, le mouton qui tarde à arriver parce qu'on est à quelques 20 jours de la Tabaski, les gens ne voient pas assez de moutons pour se tranquilliser. Comment vous voyez la situation, vous? La situation est très très délicate. Et vraiment, je souhaite à tout le monde pour qu'il retrouve la paix, la prospérité et la stabilité dans ce pays pour que les familles puissent épanouir, les enfants puissent épanouir, pour qu'on puisse avoir un Tabaski de paix. Un Tabaski sans des lacrymogènes, un Tabaski sans des manifestations, un Tabaski sans aussi un troisième mandat. Est-ce qu'Abdourahmane Diouf a un projet par rapport à ce manque-là qui nous affecte depuis plusieurs années, le manque de moutons? Parce qu'on est trop dépendant de la Mauritanie, trop dépendant du Mali. Est-ce qu'il a une politique tournée vers l'élevage? Ça fait partie de l'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en moutons. Vous savez, le Sénégal n'a qu'une autosuffisance dans un domaine, c'est-à-dire le domaine avélière, les poulets. C'est-à-dire, on a
pas de... Mais le prix a grimpé quand même. Le prix a grimpé. L'aliment manque. Peut-être ça peut être... Bon, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, pour défendre aussi la montée des prix. Mais quand même, si on constate que depuis la Covid, depuis aussi l'événement qui se passe entre la Russie et tous les prix sont en hausse. Donc, on demande au gouvernement de venir en aide, surtout les populations qui n'ont pas de salaire, les populations qui n'ont pas de subventions, les populations qui n'ont pas de quelque chose pour donner à leur famille. Vous savez, au Sénégal, il y a un degré très important, le degré de pauvreté est extrêmement dur. Si vous voyez en profondeur, dans les villages les plus reculés, vous voyez les conditions de vie des Sénégalais, c'est vraiment inacceptable. Donc le gouvernement doit redoubler d'efforts, doit encore venir en aide pour que les Sénégalais épanouissent, pour que les Sénégalais puissent avoir minimum à vivre, c'est-à-dire manger à sa faim, se soigner, s'éduquer et aussi avoir une vie meilleure. Si on vous devait vous donner la parole pour un dernier message, quel est le message que vous allez lancer aux Sénégalais? Tout d'abord, je vais vous remercier vous qui m'avez donné la parole et qui m'ont donné cette tribune-là pour parler aux Sénégalais, surtout à la population de Thiès, et de leur dire que le président Abdourahmane Diouf et le candidat Abdourahmane 2024 a un programme extraordinaire. Le président Abdourahmane Diouf veut rendre le Sénégal, ça lui appartient. Il veut redresser le Sénégal. Il veut mettre le Sénégal dans les rails de développement. Il veut mettre le Sénégal dans un chemin de prospérité. Il veut mettre le Sénégal dans un pays de paix et aussi de concordance. Il y a trop de concurrence dans la République sénégalaise. Mais au moins, on doit avoir une concordance pour qu'on ait un Sénégal meilleur. Parce que vous savez, on a un pays qui doit être construit, un pays en construction. On n'a pas un pays en géré. Donc, nous avons besoin de toutes les ressources, toutes les forces qui se trouvent dans ce pays. On doit les récupérer, on doit les mobiliser pour qu'on puisse faire face aux défis qui nous guettent, qui sont autour de nous. On doit toujours mener à ce que le Sénégal retrouve son pays de paix, le Sénégal retrouve son pays de teranga, le Sénégal retrouve et tout ce qu'il avait pour que le Sénégal soit un pays de... Je tiens également à dire que je salue la population de Thiénaba, plus particulièrement ceux de Keur Maïssa et de Keur Ibra Niane. Je salue l'ensemble des membres de Awalé qui sont à Thiès. Je salue également tous ceux qui vont nous reconnaître à travers votre radio, qui est la Centrale FM. Merci beaucoup, M. Ndiaye. C'est nous qui vous remercions. Voir ici Mohamed Al-Amin Niane, communément appelé Al-Amin. Il est le délégué national au Domoudara du parti Awalé, délégué départemental du parti Awalé à Thiès, en même temps coordinateur technique départemental des constructions scolaires à l'IF de Tivaouane et responsable politique à Thiénaba. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement avec notre invité.